Nous sommes avec un des auteurs les plus prolifiques de ce Salon international du livre, Serge Billet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un peu chez vous en Guyane. Oui, c'est vrai. J'avoue que depuis mon passage ici en 1993, où j'ai présenté le journal pendant un an en Guyane et où j'ai fait aussi beaucoup de choses, notamment avec les peuples du fleuve, j'ai gardé un bon contact avec la Guyane et je suis content de revenir parce que beaucoup de gens se souviennent de ce que j'ai pu faire et ça me fait plaisir aussi moi de revenir en Guyane. Serge Billet qui a été journaliste pendant de longues années en Martinique première. Oui, je suis resté 28 ans en Martinique, je présentais le journal et c'était aussi une belle aventure. Et depuis 2 ans, j'ai quitté la télé pour pouvoir me consacrer à ma vie culturelle, à mes passions, la musique et l'écriture de comédies musicales, mais aussi de documentaires. Pendant que vous étiez journaliste, vous écriviez déjà, hein, vous n'aviez pas attendu la retraite. Mon premier livre est sorti en 2005 et donc depuis j'en ai fait 30. Aujourd'hui, j'écris moins, ou en tout cas, j'ai plus envie de faire de la musique et des documentaires. Donc voilà, mais j'estime avoir fait ma part avec une trentaine de livres. L'Afrique vous inspire bien évidemment, mais pas seulement. On voit par exemple Johnny Hallyday qui répète si t'as des couilles, qui parle pas a priori d'Afrique, mais pour autant qui vous inspire. Non, moi j'ai beaucoup travaillé sur la diaspora pendant toutes ces années, puisque j'étais en Martinique, j'ai travaillé à la fois sur la Guyane, sur la Martinique, j'ai travaillé aussi pour des livres qui concernent le Japon, puisque on connaît maintenant le livre Yasuke qui parle du premier samouraï noir. J'ai travaillé sur le seul passager noir du Titanic qui était haïtien. J'ai travaillé sur beaucoup de thèmes qui touchaient essentiellement à la diaspora. C'est maintenant que je m'intéresse un peu plus à l'Afrique parce que j'estime que parler des uns sans parler des autres, c'est pas bien. Donc voilà, j'ai pendant tout le temps où j'étais à l'extérieur, j'ai essayé de m'intéresser à la diaspora. Ce sont combien de livres que vous présentez ici à ce salon international du livre? J'ai écrit une trentaine de livres et là je crois qu'il y en a une dizaine ou une quinzaine qui y a là. Donc en fait c'est pas le nombre, c'est surtout la qualité de l'échange qu'on peut avoir avec les gens, c'est surtout la rencontre. C'est vrai qu'il y a des gens qui auraient aimé avoir tel ou tel livre et qui n'est pas là. Mais ça, c'est au niveau des transitaires. Je crois qu'il y a eu une embrouille, il y a des livres qui sont arrivés donc quelque part, on ne sait pas où ils sont. Mais l'essentiel, c'est que avec la dizaine ou la quinzaine de livres qu'il y a là, certains ont pu trouver donc leur bonheur et on a pu discuter autour de ces livres. Quels sont ceux qui se situent au shortlist des best-sellers? Disons que le livre le plus demandé, c'est Bonnie. Sans doute parce qu'on est en Guyane, donc naturellement, beaucoup de gens veulent savoir un peu comment était cette histoire des gens du fleuve. Et puis le livre Et si Dieu n'aimait pas les Noirs, qui intrigue beaucoup les gens. Voilà, Dieu n'a pas de couleur, voilà. Donc, en expliquant que il est question surtout du racisme tel qu'il a été développé par l'Église catholique depuis les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui, et donc ça permet de relativiser et en même temps d'engager une discussion et de faire en sorte que ce livre qui est très demandé soit aussi très compris, quoi. Et les sujets qui reviennent le plus souvent de la part des spectateurs qui s'arrêtent à votre stand là, juste à l'entrée aux Zéphyr, quels sont-ils si on devait faire une synthèse? Disons que ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens s'intéressent à des livres qui parlent de leur histoire, de leur mémoire, et qui parlent aussi à ce qu'ils sont. Et Bonnie est l'illustration de ce genre de choses. Mais aussi, j'ai été surpris par l'intérêt aussi de livres sur le Titanic, le seul passager nord du Titanic. Comment est-ce que cet Haïtien se retrouvait sur ce bateau? Et la question qui m'a le plus intrigué, et qui relève bien aussi d'un problème que nous avons, ah oui, mais on imagine qu'il était donc à fond de cale, c'est-à-dire qu'il devait être forcément un pauvre. J'ai dit non, il n'était pas un pauvre. Son oncle était président de la République en Haïti et il a voyagé, il y avait 3 classes, il a voyagé dans la deuxième classe. Donc ça permet aussi de débrider nos esprits par rapport aux idées reçues et puis aussi d'engager une conversation sur ce que nous sommes, sur la honte de soi, sur l'estime de soi, sur comment nous devons appréhender aussi cette histoire-là et puis se la réapproprier. Alors moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est tout ce travail de recherche qu'il y a autour de vos ouvrages. Dites-nous combien de personnes travaillent dans l'ombre avec vous, quelles sont vos méthodes, quelles sont vos techniques. Alors, j'aurais bien voulu avoir beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre avec moi, j'en ai pas. Mais je fais quelquefois recours à certaines personnes quand je suis coincé. Par exemple, quand j'ai travaillé sur l'histoire de Yasuke au Japon,
Je savais pas parler le japonais, je savais pas parler non plus le portugais, puisque beaucoup de textes étaient en portugais. J'ai fait appel à des gens, à des japonais qui ont pu m'aider à retrouver des documents. Pareil pour du côté portugais. Sinon, les trois quarts du temps, je travaille tout seul. Je travaille tout seul, c'est-à-dire je vais aux archives à Paris ou en Martinique quand c'est le cas. Ici en Guyane, j'étais aux archives départementales. J'ai beaucoup travaillé quand je travaillais sur Boni, donc aux archives départementales. Donc voilà, j'essaye d'aller là où se trouvent les documents rares, les archives. Et puis quand je peux avoir besoin de quelques personnes pour m'aider, je fais appel. Par exemple, quand j'ai écrit le livre sur le souper du Trocadéro, qui est un livre qui raconte quelque chose qu'on ne savait pas. On ne savait pas que Nelson Mandela et Aimé Césaire s'étaient rencontrés au moins une seule fois. Et donc, il n'y avait pas d'archives là-dessus, il n'y avait pas d'éléments. Et là, je me suis beaucoup battu pour pouvoir avoir accès aux archives privées de François Mitterrand. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir cette photo où on voit Nelson Mandela et Aimé Césaire ensemble. C'est la seule photo qui existe. Voilà. Et puis où j'ai pu avoir aussi dans les archives privées de François Mitterrand des documents sur le seul dîner qui a été organisé par Daniel Mitterrand pour réunir ces deux hommes. Le métier de journaliste vous aide également dans l'écriture de ces ouvrages, cette rigueur journalistique et qui devient littéraire dans ces livres. Oui, parce que les journalistes sont les historiens du présent. Et moi, j'essaie d'être un historien du passé, même si je suis pas historien, mais c'est vraiment ça ma passion. Donc, forcément, naturellement, ce que j'ai pu hériter de ce métier de journaliste, je l'engage aussi dans le métier d'historien. Et naturellement, la rigueur de l'écriture, quand on écrit un journal télévisé, j'en ai fait pendant plus de 30 ans, quand on a cette rigueur-là, oui, ça aide aussi pour écrire des livres. Parlez-nous de votre actualité après ce salon, vos prochains rendez-vous. Bon, mes prochains rendez-vous, malheureusement, c'est pas en Guyane, c'est pas non plus ni en Martinique ni à Paris. Là, je prends l'avion dimanche, je rentre à Abidjan parce que j'ai un film très important qui est diffusé là-bas le 7 décembre, qui est un film qui est attendu nationalement. C'est un film sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui est raconté différemment par quelqu'un et raconté peut-être même pour la première fois par quelqu'un issu du pays, parce que vous savez, des présidents comme Houphouët-Boigny ont été soit vilipendés par les uns, soit adulés par les autres, qu'on n'a jamais réussi à trouver un juste milieu. Et donc là, pour une fois, je fais un film qui parle de lui, qui parle de son histoire, de sa lutte dans la décolonisation, mais qui parle de lui avec ses ombres et ses lumières. Et pour corser le tout, j'ai essayé de l'aborder aussi à travers des personnages féminins, les personnages féminins qui l'ont accompagné pendant tout son règne. Et donc, le film s'appelle Les 7 femmes de Félix Houphouët-Boigny. Donc ça, c'est mon premier rendez-vous le 7 décembre à Abidjan. Et puis le 14 décembre, une semaine après, j'ai une comédie musicale sur la décolonisation qui sera jouée donc à Abidjan, qui est très attendue parce qu'elle a eu un succès au mois de juin avec 2 représentations, ce qui est rare dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Et donc après ces 2 représentations, on a voulu en faire une troisième, donc ce sera le 14 décembre. Vous faites partie de ces intellectuels noirs les plus influents et les plus populaires. Est-ce que vous vous en rendez compte il suffit de voir le nombre de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Personnellement, je ne m'en rends pas compte. Heureusement que je ne m'en rends pas compte, parce que je pense que il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché pendant la douzaine d'années que j'ai passé en Martinique. C'est la chance que j'ai eue de fréquenter Aimé Césaire, de l'approcher, de discuter avec lui. Et il y a une chose qui m'a vraiment touché dans son comportement à lui, c'est son humilité. La façon dont il avait de se dégager des honneurs et de toutes ces choses qui pouvaient justement vous tourner la tête et faire en sorte que vous détourniez de votre mission. Et j'étais là dans son bureau, je crois que c'était en 2003, le seul journaliste lorsqu'il a été proposé pour le prix Nobel de la paix, et que je lui ai demandé, mais monsieur le maire, quelle est votre réponse? Il m'a dit, je n'en veux pas. Et je n'en veux pas. Et il m'a dit qu'il n'était pas digne de le recevoir. Donc quand Aimé Césaire, avec tout le talent qu'il a, avec toute la notoriété qu'il a, avec tout ce qu'il représente, vous dit je ne suis pas digne de recevoir le prix Nobel de la paix, c'est un summum d'humilité. Et cette humilité-là, j'ai essayé de la copier, même si on ne peut pas être aussi humble qu'un homme comme lui. Et c'est pour ça que je ne fais pas attention à ce qu'on pourrait considérer de moi, à savoir que je puisse être populaire ou ceci ou cela. Je me dis que j'ai un travail à faire, et ce travail-là, je reste concentré sur ce travail, et c'est tout ce qui m'intéresse. Conscientiser les masses. Ben, disons que je dis qu'on est là pour transmettre. Donc on transmet ce qu'on sait, on transmet ce qu'on recherche, et puis après chacun fait ce qu'il veut. J'ai fait une émission de télévision en Guyane
où on a parlé de la place de l'Afrique en Guyane. Et j'expliquais que moi en 93, quand je suis arrivé, que j'ai vu qu'il y avait des choses à faire, j'ai essayé de créer des ponts. J'ai permis à des bonnets d'aller pour la première fois en Afrique. J'ai vraiment créé des ponts. Et ça a été difficile parce que les gens n'étaient pas prêts. Aujourd'hui, 30 ans après, j'ai l'impression que tout ce travail commence à porter des fruits. Donc, conscientiser, c'est aussi être patient. Apprendre les 3 P, comme disait quelqu'un tout à l'heure. Le P de patience, le deuxième P de patience et le troisième P de patience. Voilà, donc c'est aller au rythme des uns. Et j'aime beaucoup cette phrase de Césaire quand il dit aller au pas du peuple. Il faut aller au pas des gens. Voilà. Ils sont peut-être pas prêts, ils n'étaient pas prêts il y a 30 ans pour l'Afrique. Aujourd'hui, les têtes s'ouvrent, les esprits s'ouvrent et j'en suis heureux. Ce sera ma dernière question, Serge Billet. Quel est votre conseil à ceux qui aspirent à écrire et à devenir, à épouser, à embrasser le métier également de journaliste qui a énormément évolué avec le numérique. Aujourd'hui, tout le monde s'improvise journaliste, l'intox, et on a du mal à faire la différence entre l'info et l'intox. Ben, disons que déjà pour être journaliste, il faut avoir une très grande curiosité. Il faut être habité par ça jour et nuit, et c'est pas facile parce que il suffit pas de se dire tiens je travaille de 8h à 17h, c'est pas possible. On est habité par ça jour et nuit, donc il faut déjà avoir la conscience de savoir si on est fait pour ça. Voilà. Et si on est fait pour ça, ça veut dire aussi qu'il faut avoir le courage de dire un certain nombre de choses, le courage aussi d'en payer le prix, qui est quelquefois très, très élevé, y compris sur un plan personnel. Et donc ça, c'est déjà la première des choses, parce que s'improviser journaliste aujourd'hui, c'est trop facile. Mais c'est d'abord une façon d'être. Et si cette façon d'être-là, je dis, j'ai même pas besoin d'encourager les gens qui veulent le faire, parce qu'ils le sentiront d'eux-mêmes. Maintenant, pour le reste, écrire des livres, j'ai toujours envie de dire aux gens, jetez-vous à l'eau, écrivez comme vous le sentez, tout ce qui vous passe par la tête. Au début, ce sera pas bon. Après, vous allez écrémer, vous allez enlever ci, enlever ça, et puis au bout d'un moment, vous allez trouver donc votre voie. Donc, jetez-vous à l'eau. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci bien.